Voilà, nous allons commencer avec le mot des circonstances qui sera dit par notre hôte, qui est M. Obed Zarega. Et puis après... Invité de marque, ici présent, représenté dans ces cadres précieux. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, en ma qualité de président directeur général et fondateur de l'entreprise AL Service, il me soit permis de formuler à votre endroit les plus chaleureuses et patriotes salutations, en mon nom propre et au nom de toute l'administration de AL Service. Il s'agit donc de sujet de rappeler à votre esprit l'objet de cette conférence d'affaires organisée en ces jours précieux, tout en vous remerciant d'avoir puisé dans vos réserves de temps afin de trouver le moyen de nous honorer de votre présence, acte pour lequel nous vous témoignons de notre gratitude. En effet, cette conférence comporte un double objet. D'une part, elle est pédagogique en ceci qu'elle met à la disposition du grand public un lot d'informations vitales à l'exercice de l'entrepreneuriat, gage d'un bon climat des affaires et du développement. D'autre part, cette conférence rêve une casquette business car elle rentre dans le fonctionnement normal et à la service. Aussi, il s'agit ici de présenter des opportunités d'affaires au public ainsi qu'un partage d'expérience. Mesdames et messieurs, sans vouloir prendre en otage le rôle des panélistes ici présents, j'aimerais rappeler ici que nous avons tenu à parler du réseautage de l'entrepreneuriat et au regard au désir profond porté à notre pays. Le réseautage est un facteur très important tant au niveau de l'entrepreneuriat qu'au niveau diplomatique. D'ailleurs, il ne serait pas complètement tordu de dire que le réseautage ou la connexion dans l'entrepreneuriat est une forme diplomatique. Mesdames et messieurs, avec tout le plaisir et l'humilité, je déclare ouverte cette conférence d'aujourd'hui. Veuillez passer un excellent moment de partage d'idées et d'expériences. Je dis et je vous remercie. Les réseautages, c'est l'action de créer des relations sociales, comme nous sommes ici, mais pour un but professionnel. Parce que des fois, les gens pensent que le réseautage s'arrête simplement à avoir plus de relations. Mais si ces relations-là ne permettent pas d'avoir un but professionnel, c'est là le point. Et échanger, c'est-à-dire ces relations permettent l'échange de carnet d'adresse, chacun de nous, mais dans un contexte d'une relation professionnelle. Parce que ne peut être entrepreneur que celui qui a de bonnes relations. Sans de bonnes relations et des relations qui aboutissent à un but professionnel, c'est ce qui est vraiment intéressant. Mais pourquoi le réseautage des jeunes? Ça d'abord le but, parce que notre pays ne peut se développer qu'avec l'entrepreneuriat. Sans l'entrepreneuriat, il est difficile de pouvoir le faire. Mais nous sommes dans un contexte où la quasi-partie de l'entrepreneuriat est gérée par les autres communautés qui ne sont pas communistes. Alors, comment relever la pente? Pour remédier à cela, il faut que nous, jeunes, nous puissions être en réseau et de ces réseaux arriver à faire le changement. Mais comment ce changement-là va arriver si, au fond, nous n'avons pas bien défini le contexte de réseautage? Là, c'est le but, le pourquoi du réseautage. Mais ce réseautage doit aboutir à des avantages. Ces avantages du réseautage, je les ai divisés en 4. Le premier, c'est le rencontre avec les partenaires. Les partenaires nous accompagnent tout au long de notre aventure entrepreneuriale.
L'objet étant de créer des relations de confiance et de s'entraider tout au long du période. En effet, grandir en réseau, c'est augmenter les chances de trouver des partenaires et donc des opportunités professionnelles. La clé d'une relation sociale efficace repose sur la réciprocité de l'échange et le partage de valeurs communes. Là, c'est le point, la rencontre de partenaires. C'est grâce aux rencontres qu'on finit par trouver des partenaires. Parce que vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais lorsque vous n'avez pas de partenaires, à qui vous allez vendre vos produits ou vos services? Ce sont ces gens-là que vous rencontrez qui forment pour vous le centre des partenaires et des futurs clients potentiels. Le deuxième avantage du réseautage, c'est dans la visibilité. Lorsqu'on n'est pas connu, cela empêche que votre produit soit connu et accepté pour un but d'être vendu. Mais c'est la visibilité que vous faites en prenant toujours des séances dans le réseautage, ça crée à vous la visibilité. Par exemple, si je suis ici devant vous, c'est que ce n'est pas parce que je maîtrise tout, mais c'est dû aux rencontres du passé qui ont permis que je sois sélectionné cet avant-midi pour échanger avec vous sur le réseautage. On est des déficits des compétences. L'aventure entrepreneuriale requiert de multiples compétences et il arrive que nous soyons limités. Les effets élargis de son réseau permettent de bénéficier des connaissances et des expertises de nos contacts. Ces relations permettent ainsi de trouver les ressources manquantes et de partager ces expériences de façon réciproque. Ces mêmes contacts peuvent être amenés à vous demander de l'aide. C'est ainsi que se crée une relation de partage et de solidarité entre entrepreneurs. Parce que dans l'entreprise passée, on n'est pas reproduit certaines erreurs. Partager, échanger, apprendre le vécu de l'autre aide à faire avancer ce projet personnel. Par exemple, nous pouvons nous retrouver dans une conférence où il y a des entrepreneurs du secteur peut-être de la technologie. Nous qui voulons nous lancer dans ces secteurs, et pourtant leur vécu, cela nous permet de nous corriger nous-mêmes dans ce que nous voulons nous lancer et apprendre d'eux beaucoup plus d'informations qui nous épargnera dans l'avenir des différents problèmes que nous pourrons faire face. Et c'est ce que les autres ont compris, c'est ce que les autres appliquent chez nous et ça leur permet d'avancer. Si nous voulons bien rester dans l'entrepreneuriat, le réseautage est très important. Mais ces réseautages doivent être bénéfiques les uns des autres. Ceux qui ont l'information, mettez-le au profit des autres et vice-versa. Et aussi, nous accepter de nous consommer. C'est ça ce qui est le vrai problème parce que on peut bien se réunir dans des conférences, mais si le but n'est pas professionnel, cela ne sert à rien. Parce que le réseautage n'est pas simplement un échange de cartes de visite, pour en faire des millions dans le sac, mais c'est pour arriver à un but professionnel, c'est-à-dire gagner du part. Mais dans le réseautage, il y a deux types de réseautage. Là, je suis en train de chiffrer, il y a deux types de réseautage. Nous avons le réseautage physique et le réseautage en ligne. Le réseautage physique, c'est comme nous le retrouvons ici. Et c'est ce que nous voyons ici. Les événements professionnels, cocktails, conférences, il existe plusieurs occasions pour rencontrer de nouvelles personnes et se constituer en réseau professionnel à l'étranger. Afin de créer de vrais liens avec nos interlocuteurs, il est indispensable de disposer de certaines qualités. En effet, en étant privé à l'écoute des professionnels, vous créerez des relations solides
disposés à vous aider en cas de besoin. Je donne un exemple. Pour ceux qui ne prennent pas souvent au GP, vous verrez qu'il y a certains de nos entreprises qui ont des centres. Et dans ces centres-là, ils invitent leurs clients, leurs fournisseurs, en vue de le mettre en réseau. C'est vraiment des moments très importants et ça permet aux gens de se connaître rapidement. Parce que dans le vécu du quotidien, vous ne pouvez pas savoir ce que fait l'autre. Mais c'est dans le réseau en physique, ça nous permet de nous échanger, ça nous permet de nous connaître et cela nous aide les uns les autres. Et dans le deuxième type, nous avons le type de réseautage en ligne. Dans le type de réseautage en ligne, le réseautage est plus facile pour certains qu'en face à face. Aujourd'hui, le réseautage en ligne nous permet de nous rapprocher avec plusieurs personnes auxquelles peut-être dans le physique c'était un peu compliqué de le faire. Il suffit d'un clic sur les réseaux sociaux pour entrer en relation avec une personne. Cependant, une simple invitation, par exemple sur LinkedIn, ne suffit pas pour que la personne crée vraiment le réseautage. Mais tout dépend de la phrase ou du message d'accueil que vous l'accordez et ça vous permet de vous mettre en ligne. Moi, par exemple, j'ai connu M. Obey par le réseautage en ligne. Le réseautage est un élément extrêmement important pour la visibilité et pourquoi pas aussi pour combler nos déficits de compétences et beaucoup d'autres choses. On dit qu'il existe deux types de réseautage. Il y a le réseautage en ligne et le réseautage physique. Alors, ma fille, c'est quoi la suite? Merci, Christian. Pour la suite, nous allons continuer avec notre deuxième panéliste, qui est M. Obed Zarega, ici présent, juste à ma gauche. M. Obed, qui est directeur général et fondateur de la structure Alan Service, spécialiste en négociation des affaires aussi. Donc, M. Obed va nous parler de l'importance du développement personnel. Sous vos applaudissements, nous allons Je salue en tout cas, j'ai vraiment apprécié l'intervention de l'expert Serge Fouti. Il nous a parlé de l'importance du réseautage dans le milieu des jeunes entrepreneurs. En tout cas, ces genres de partage nous a en fait plus éclairé, nous a permis à acquérir certaines connaissances qu'on n'avait pas. Parce que dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord question de l'information. Beaucoup des entrepreneurs se perdent à cause de l'information. Et beaucoup des entrepreneurs n'aiment pas sortir de leur zone de confort afin de chercher des opportunités. Parce que les opportunités, on les cherche. Ce n'est pas toutes les opportunités qui viendront à frapper à ta porte. C'est comme moi j'ai rencontré l'expert Serge Fouti, c'était parce que c'est moi qui était venu vers lui à travers un réseau et puis voilà où nous sommes aujourd'hui. C'est l'une des raisons à laquelle nous avons porté ce thème du réseautage dans l'entrepreneuriat. En tout cas, une très belle intervention de l'expert Serge Fouti. Moi, je voulais plus parler de l'importance du développement personnel dans l'entrepreneuriat. Parce que beaucoup des entrepreneurs se lancent dans l'entrepreneuriat sans pourtant se développer personnellement. Ils se disent oui, on voit que l'entrepreneuriat au Congo ça bouge, on voit que l'entrepreneuriat rend les gens riches, on voit que l'entrepreneuriat, voilà, et on se lance dans l'entrepreneuriat. Et au finish, on se lance, ils rencontrent plusieurs difficultés, plusieurs obstacles, ils arrêtent. Ils arrêtent pourquoi? Parce que ils ne sont pas développés personnellement. En tout cas, moi, pour que je sois aujourd'hui là où je suis, c'est parce que j'avais d'abord commencé quelque part. J'avais commencé quelque part par le renforcement de capacités managériales, à travers les formations et à travers voir les aînés, échanger avec les aînés, c'est un peu de partager avec les aînés. Et c'est ce qui a permis à ce qu'on soit aujourd'hui ce qu'on est et on continue les chemins entrepreneuriaux. Alors,
le développement personnel a plusieurs bienfaits. Il augmente la confiance en soi, il permet d'élargir son cercle social, enfin d'élargir son champ d'opportunités. En tant qu'entrepreneur, nous sommes appelés à plus sortir de notre zone de confort. On doit plus faire ce genre d'exercices, c'est très important pour nous. Moi, il y a eu le risque que je pris dans ce monde dans ce domaine entrepreneurial pour arriver là où je suis. J'ai fait des pieds. Je fais des pieds juste pour assister dans des conférences. J'ai l'argent de transport, mais ce n'est pas suffisant. J'ai l'année, mais je n'ai pas les retours. Je suis bon. Le plus important, j'arrive d'abord, je pars avoir l'information, et à travers cette information, ça va me permettre d'atteindre petit à petit mes objectifs. J'ai eu le manque de transport, mais je n'avais pas dit que bon, j'ai pas suffisamment de transport, je reste chez moi. Non. Moi, plus j'aime bien sortir dans ma zone de confort. Je sors dans ma zone de confort, aller chercher les opportunités, aller approcher les autorités, aller frapper les portes, aller travailler avec d'autres structures, aller échanger, aller avoir des idées pour pouvoir atteindre seulement les objectifs. Parce que si on s'est dit en tant qu'entrepreneur, j'ai innové quelque chose et ça a pris un peu de l'envers et du coup je reste là où je suis, je reste dans ma zone de confort, mais on ne va pas aller loin. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, le Bill Gates, les hommes les plus riches d'Afrique, les Dangote, s'ils vous parlent de leur parcours, vous verrez qu'ils ont fait tellement de sacrifices que si tu n'as pas fait le renforcement des capacités managériales en toi, si tu ne t'es pas développé premièrement en toi, tu ne vas pas arriver là où ils sont. On peut leur envier parce qu'ils ont aujourd'hui l'argent, ils ont fait un an, ils ont aujourd'hui un grand renommé. Mais si on vous demande de suivre son parcours, je ne pense pas qu'on va atteindre son niveau. Mais on peut atteindre son niveau si on fait le mouvement de sortir de notre zone de confort, de prendre des risques, de se développer personnellement, au-delà de nos diplômes, au-delà des études universitaires que nous avons fait, au-delà de tout ce que nous avons pu faire. Mais on ne se demande pas de nous limiter là. Ça nous demande de sortir, de chercher l'information, de chercher les opportunités, d'essayer d'échanger avec les autres pour pouvoir acquérir plus de connaissances afin de développer ton entreprise, de développer ton business, de développer ton réseau d'affaires afin que tu puisses acquérir plus d'opportunités. Vous voyez aujourd'hui, présent pendant ce moment d'échange, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que c'est à travers le réseau que nous vous avons aujourd'hui. Si ce n'était pas ce réseau, peut-être je ne sais pas si on allait vous avoir où. C'est à travers le réseau, on a passé le message dans le réseau et vous avez pu répondre présent. Alors je vous encourage, j'encourage ceux qui ont cet esprit d'avancer, peu importe les niveaux, peu importe là où il est arrivé, il se voit que moi je ne suis pas encore arrivé là où je vais arriver, je dois foncer, je dois prendre des risques, je dois conciter les grands, je dois conciter ceux qui sont dans le même domaine que moi, ceux qui sont dans le même secteur que moi, même ceux qui ne sont pas dans le même secteur que moi. On doit toujours aller vers eux, chercher à avoir l'information, ça sera vraiment très bénéfique pour nous. Alors le développement personnel, il favorise la réalisation de soi, il permet de mieux se connaître et augmenter la productivité et la motivation. Sans développement personnel, nous n'avons pas de motivation. Sans développement personnel, nous n'allons pas arriver à bâtir une empire de haut niveau. Sans développement personnel, en tout cas, on n'est rien. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans la tête des entreprises, des organisations, ils ont un parcours, ils se sont formés. Au-delà de se sont formés, ils ont fait ce mouvement de sortir plus dans leur zone de confort, afin de chercher, d'identifier l'opportunité et de voir comment ça peut être bénéfique pour eux. Il faut savoir avant tout faire des sacrifices. Savoir se sacrifier personnellement pour son développement et acquérir des connaissances externes. C'est-à-dire que
voilà, vous n'avez pas besoin de vous enfermer sur vous-même. Quand vous êtes dans le milieu entrepreneurial, vous devez vous ouvrir à plusieurs optiques selon ce que vous recherchez. Et M. Obed nous a aussi dit qu'il faut savoir interagir avec les autres, les approcher, dès que nous sommes là. Peut-être que on ne se connaît pas. Il faudra savoir s'approcher, savoir les domaines d'activité dans lesquels évolue votre voisin à côté de vous. On ne sait pas, peut-être ça sera une bonne opportunité d'affaires qui pourra se présenter. Et il a aussi dit que avec ça, avec ces dépassements de soi, nous allons plus loin. Ça nous pousse à nous dépasser, à nous surpasser. Alors, merci, M. Obed. Nous allons entamer maintenant l'étape des questions-réponses qui sera animée par mon confrère Christian. Christian a la parole. Je vais reprendre au nom de M. Roger Chamala, lecteur commissaire de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise. Je ne commence pas à remercier les organisateurs de la conférence. Et j'ai un petit souci, c'est par rapport aux invités qui ne sont pas du tout nombreux parce que les thèmes sont très, très importants. Mais ce que je vais demander d'abord à M. Obed, c'est très bien, nous sommes dans l'expérience avec l'entrepreneuriat, et vous devez comprendre que c'est un secteur qui est transversal, où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas comment peut-être s'en prendre. Il y a beaucoup de talents, mais ils ont un problème de pouvoir maîtriser ce qu'ils sont en train de faire et comment les développer aussi. Je ne sais pas si la structure d'établissement ou la structure pense aussi à atteindre ceux qui sont dans les coins et recoins de la capitale, donc dans d'autres communes, même si nous sommes à la côte B. Mais je pense que si de telles conférences s'organisaient vers la Chambre ou vers dans les grandes concentrations, ça peut aussi contribuer à beaucoup par rapport au nombre d'entrepreneurs ou aux jeunes entrepreneurs qui sont dans les différents secteurs. Alors, je voudrais demander, poser la question que je vais poser au premier intervenant, M. Douti. Qu'est-ce que, en collaboration avec Halal, quelles sont les dispositions prises pour aider déjà les jeunes entrepreneurs qui sont déjà actifs, mais qui ont des difficultés, par exemple pour l'obtention ou la formalisation des entreprises au niveau de l'administration. Qu'est-ce que vous faites? Ou qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc ça, la première question. Parce que quand on tient la conférence, on a les objectifs pour cela, on a des résultats que je cherche beaucoup par rapport. Voilà pourquoi je voudrais quand même avoir une idée par rapport à ça. Merci pour la parole. Je me nomme Anne Béchi-Dombéi. Je suis étudiante à l'Université de Kinshasa dans la faculté des sciences et technologies de l'Union. Alors j'ai une question qui s'adresse directement à M. Serge Titi. Vous avez parlé du raisonnage, vous avez donné l'importance du raisonnage en disant que ça aide les entrepreneurs, surtout les débutants, à avoir un peu plus d'informations envers ceux-là qui ont plus d'expérience. Alors ma question s'agit de savoir, vous avez parlé, pour commencer avec une structure, nous devons d'abord commencer par, vous nous avez conseillé de commencer par un établissement au lieu d'une structure pour éviter de tracasseries comme le disent les autres. Alors, pour moi, je voudrais savoir quels sont ces documents dont un entrepreneur peut avoir pour pouvoir débuter avec une structure et quels sont ces documents qu'un entrepreneur doit aussi avoir pour débuter avec un établissement. Parce que nous ne connaissons pas trop de choses là-dessus, parce que c'est un terrain très glissant. Et vu que vous avez plus d'expérience, je voulais avoir une réponse de votre part
pour plus de connaissances. Merci. Nous, à Socé, nous exerçons le service automobile garage, auto-école, formation des jeunes cultivés, en mécanique automobile et diverses automobile. Alors, je suis très reconnaissant aux organisateurs de participation et de l'encourage. Pour moi, c'est la première fois que j'assiste à l'école conférence. J'ai trouvé qu'il y a vraiment beaucoup qu'on peut gagner à les partager. Et ma préoccupation était de savoir que depuis 2019, je me suis lancé dans cette affaire où je suis responsable chez moi. Il y a même des employés que j'utilise et il y a toute une organisation. Mais j'ai vu quand même les agents de l'État qui sont passés pour toi et on était en train de recenser les entrepreneurs de Congo. Alors, ils m'avaient même enregistré. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, personne n'a tout découvert. Alors, comment on doit savoir que tel est un partenaire de Congo? On va partir de ça. Comment on saura que celui-là est un partenaire? Parce qu'il exerce ce métier où il y a un critère, quelque chose qui peut faire pour qu'on. Ça, c'est la première question. Et la deuxième était, quelle est la part de l'État congolais par rapport à ce que nous faisons comme entrepreneurs? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous accompagner? On est bloqué peut-être par rapport aux moyens, comme vous avez cité là-bas. Il y a le haut et le bas. Mais en tant qu'entrepreneur responsable, tu dois tout faire pour l'État. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen que l'État nous accompagne pour qu'on puisse pas dire les expatriés qui viennent et parce qu'ils ont eu le temps de s'informer, de connaître les marchés, c'est pour cela qu'ils viennent, alors que nous qui vivons sur place, et nous qui connaissons des milliers de milliers de nous. Si on peut nous expliquer dans ce sens. Par la première question. Je commence par la première question qui m'a été posée. Quelle disposition prise pour aider pour notre expertise? Je dirais ceci. Je commence par ce qui dit la loi. Je vais lire la loi, puis je vais expliquer. La loi dit personne n'est censé ignorer la loi, certes. Mais sur le plan fiscal ou parafiscal, il y a l'aspect où l'État est fort et il y a l'autre aspect où l'État est faible. Alors, celui qui a la maîtrise de l'interprétation peut profiter de là où la loi est faite, parce que ici on parle des entrepreneurs. Les entrepreneurs pour l'entrepreneuriat, donc je ne peux pas avoir la casquette de l'administration. Je dois être au profit de l'entrepreneur. Et qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est déjà existant et on fait se conformer à la loi? Pour ce, je dirais, si l'activité est encore petite, la meilleure forme à prendre, c'est être un établissement. La réponse de cette première question va aller ensemble avec celle de la dame. La forme juridique d'établissement et la forme juridique société n'ont pas assez de grandes différences. Parce que dans l'ensemble, vous aurez presque le même nom. C'est-à-dire, vous aurez celui qui a l'établissement, celui qui a une société, auront tous un RCC. Vous aurez tous une identification nationale. Vous aurez tous le NIF, le numéro d'impôt. Mais c'est le champ qui vous différencie. Parce que lorsqu'on est société, on a d'abord deux types de sociétés. Actuellement, avec la venue de l'OADA a un peu simplifié les choses pour donner une autre forme d'établissement, mais tout en étant société. Donc les SARU. Aujourd'hui, on a les SARU qui est presque la même chose avec l'établissement. Seulement, le SARU, c'est la possibilité que l'OADA accorde à une société de se créer par un seul actionnaire. Ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, celui qui a un établissement et celui qui a une SARU fonctionnent tous
presque de la même manière. Mais lorsqu'on prend le champ de ça, c'est à ce moment-là que la loi exige que vous, pour créer une société, vous pouvez être à 2, à 3 ou à 4. Mais l'avantage avec l'établissement, c'est lorsqu'on fait face à l'administration publique. Les établissements sont gérés par exemple pour les comptes de la DG, sont gérés par les CIS, donc les centres synthétiques d'impôts. Tandis que lorsque vous êtes dans la forme de société, si vous êtes dans les salariés, dans un capital moins de 40 000 $, par exemple, vous serez aussi géré dans les centres synthétiques. Parce que lorsque vous êtes établissement, vous pouvez être établi, parce que l'établissement c'est la forme juridique pour une personne physique. Mais tout en ayant tous les documents nécessaires pour pouvoir fonctionner. De la même manière pour une SARL. Mais lorsque vous prenez l'autre forme juridique, le SARL, déjà ça vous oblige, pour commencer votre activité, vous devez avoir un statut. Or, celui qui a une SARL ou un établissement n'a pas besoin d'un statut pour commencer son activité. Vous voyez la différence? C'est dans ce sens-là. Et puis, l'État ne met pas trop d'accent sur les établissements et sur les sociétés. Par exemple, pour les répertoriats, l'État voit les catégorisations. Établissement, ils ont une autre catégorie. Une SARL a une autre catégorie si le capital varie dans moins de 40 000 $. Mais plus votre capital devient grand, c'est à ce moment-là que vous devez de plus en plus exposer. Je retourne dans la question de la première question qui a été posée. Celui qui existe déjà dans l'activité. Donc celui qui a déjà commencé son activité, mais qui se rend compte qu'il était dans l'informel. Il veut revenir maintenant dans le formel. Tout ce que vous avez fait comme activité, sans pourtant être formel, l'État ne voit pas ça. L'État tient compte du jour où vous avez les documents. Et le jour où vous obtenez votre RCCM, l'État ne commence pas à vous taxer là-bas. L'État vous taxe le jour où vous obtenez votre numéro d'impôt. Parce que le numéro d'impôt, c'est ce qui donne à l'État l'accès de venir vers vous pour prélever ce qui est dû. Mais l'erreur que je constate souvent avec les entrepreneurs qui débutent, c'est qu'il obtient un document aujourd'hui, en 2023, parce qu'il était zélé, mais au finish, il se rend compte qu'il n'a pas de fonds. Et cela le ramène à commencer son activité peut-être en 2024 ou en 2025. Pour c'est le premier gain que vous aurez en cette année-là, que l'État va prendre cette estimation-là pour calculer les pertes que vous devez lui payer depuis la date où vous avez eu les documents. Ça, c'est ce qui manque à beaucoup des entrepreneurs, cette information. Or, l'État donne la possibilité de lui écrire et régulièrement pour dire, certes, j'ai reçu les documents, par exemple, en 2022, mais vu les conditions actuelles, cela ne me permet pas de payer l'impôt. Accordez-moi ces faveurs de vous revenir le jour où j'aurai mon activité proprement dite. C'est à cette période-là que je commencerai à payer. Mais la personne qui ne rédige pas de correspondance à l'administration, pour l'administration, il s'est dit, c'est que la personne fonctionne déjà à la date où il a reçu le document. Et le jour où l'État verra que vous avez une activité qui vous remporte, parce que l'État a la possibilité de ne pas venir chez vous pour vous chercher. L'effet que vous avez votre structure, il peut vérifier au guichet unique de création des entreprises. Si vous avez un compte en banque, il peut envoyer l'information à la banque, de lui envoyer tous les comptes des entreprises ou établissements existants dans cette banque-là. Et souvent, vous voyez que l'État vous revient avec beaucoup plus de taxes parce que l'État voit le volume des activités que vous faisiez passer à la banque.
Il existe aussi des gens, des entrepreneurs qui de lui-même ne fait pas l'activité, mais qui fait louer peut-être son numéro d'enregistrement à une tierce pour pouvoir faire passer ses opérations. Lorsque vous faites des actions, des données pareilles, l'État ne voit pas les détails des opérations que vous effectuez. Il voit que M. X, qui a reçu les documents en période Y, a pu réaliser telle opération, telle opération, telle opération. Le résultat ici, nous solliciter pour dire j'ai telle activité, mais vu l'ampleur ou peut-être ce que je suis en train de faire avec le partenaire que j'ai actuellement, ça m'exige de me sécuriser. Alors pour se sécuriser, il faut que je sois formé. Mais comment faire? Comme je disais au départ, l'État a le côté fort, a aussi le côté faible. Souvent on passe par la faiblesse de la loi pour sauver les entrepreneurs qui étaient déjà existants, mais dont leur activité n'était pas formée. On sait faire des régularisations avec l'administration publique et vous remettre en ordre. Parce qu'il y a des marchés qui peuvent surgir aujourd'hui auxquels on vous exige une administration fiscale. Donc cela a été le cas avec le DG de Bay. Lorsqu'il est venu vers moi, je lui ai posé la question. La première question c'était en quelle année vous avez reçu votre numéro? Et la date qu'il m'a donnée, je lui ai dit, si tu vas dans cette boutique pour avoir l'attestation fiscale, tu pourrais dépenser pas moins de 1 500 $. Pour un document qui est d'office gratuit. Mais le fait qu'il n'était pas conforme, pas simplement en termes de paiement, mais même en termes de correspondance administrative, ces documents-là deviennent différents. C'est vraiment ça. Or, après des temps, qu'est-ce que j'ai réalisé? Au début, nous ne voulons pas rechercher l'information. Nous nous lançons comme ça, sans pourtant récolter assez d'informations. Celui qui n'a pas d'information, comme je disais dans mon exposé, quelque part, il sera bloqué. C'est un peu ça. Et je vais sur la... Je ne sais pas si vous êtes satisfait. C'est une conférence. La deuxième question, c'était sur les documents qu'un entrepreneur peut avoir entre établissement et société. C'est comme je venais de le dire, établissement et société, ce n'est pas tellement différent d'un autre. La nette différence, pour d'abord créer une société, il faut un seul. Les noms des différents actionnaires qui composent la société et le capital auquel vous pouvez commencer. Là, j'ajoute une information. Aujourd'hui, avec l'amélioration du monde des affaires, l'État permet de créer une entreprise même lorsque vous avez 0 francs. Vous pouvez dire, bon, moi je vais créer mon entreprise, mais j'ai une table à la maison et une chaise qui vaut 100 $. L'État vous dit, bon, évaluez-le vous-même. Nous allons l'apprécier tant que votre capital n'est pas pour la création. Mais créer un établissement n'exige que votre carte d'identité et l'adresse et l'objet de votre activité. Ce sont simplement ces éléments-là qui vous permettent de créer. Mais c'est lorsque vous prenez d'autres formes juridiques des entreprises que le critère d'exigence devient de plus en plus. Troisième question, quel guide avoir pour ne pas perdre sur ces points ici, c'est comme nous échangeons ici. Avant la conférence, vous avez une autre réflexion ou conception des choses. Puisque nous avançons avec les explications. On n'est pas séparé dans l'entrepreneuriat. Par exemple, pour moi, pour un devis, je vais conseiller les gens de prendre l'établissement. Parce qu'avec l'établissement, je pense que nous sommes ici tous entrepreneurs. Il y a des possibilités avec la faiblesse de la loi. Vous pouvez faire votre activité, mais chaque mois,
on écrit des lettres à l'administration. Par exemple, les gens qui sont consultés. Il y a quelqu'un qui est venu vers moi, il m'a dit je vais commencer, mais je ne pense pas que je pourrais payer maintenant. Qu'est-ce fait? Je me dis ok, voici la procédure. On va commencer à écrire régulièrement par mois telle lettre, et à la fin de l'année, l'État met une disposition pour la payer. Et ces dispositions-là, vous permettent de payer votre impôt bénéfice qui est de 93 000 francs, avec un frais bancaire de 8 000 francs. C'est-à-dire, vous pouvez exercer toute l'année, tout en mettant en ordre, mais tout ce que vous avez payé ne dépasse même pas $50 à l'administration. Mais l'effet de ne pas le payer, c'est moins de $150, peut vous mettre à la disposition de l'État pour vous taxer de 1 500. Donc, ce sont ces jeux-là entre la force de la loi et la faiblesse de la loi que nous aidons les entrepreneurs de rester en ordre, mais en payant presque rien ou des délais. La quatrième, c'est celui de mon frère qui allait vous parler de la création peut-être des début en pleine intimité. Donc vous pouvez commencer, par exemple, ici ce n'est pas l'État, ici c'est entre nous. Je peux dire à quelqu'un, commence. Moi je dis toujours, commencez. C'est les jours où l'État vient, on va réclamer. Parce qu'on sait comment on réclame. Parce que lorsque le but d'un entrepreneur, c'est de gagner de plus en plus et de payer de moins en moins. Et l'État, pour lui, sa mission est de draguer les entrepreneurs, de payer plus que ce qu'ils devaient payer. Alors, nous qui sommes dans la défense, notre travail est d'aider les entrepreneurs, de gagner plus, mais de payer moins. Alors, lorsque vous n'êtes pas connu, vous pouvez exercer. Moi, je conseille toujours comme ça. Exercer, gagner de plus en plus. Et les jours où vous vous sentez capable de pouvoir vous mettre en ordre, c'est à ces moments qu'on vous mettra en ordre. Je prendrai le cas de notre entrepreneur qui est dans le secteur du garage. C'est un secteur un peu sensible, mais où il y a aussi des avantages. Parce que dans le portefeuille, j'ai aussi des garages. Pour vous, normalement, pour exercer en tant que garage ici, dans la ville de Kinshasa, devait être agréé par le ministère du Transport. C'est le ministère du Transport qui doit octroyer un agrément provincial de pouvoir exercer dans le garage. Mais cet agrément-là vous donne encore beaucoup plus d'avantages au ministère des Affaires sociales par rapport à l'encadrement des jeunes que vous faites. Et cela diminue de plus en plus le coût que vous devez payer en termes de taxes. Parce que l'État s'est dit, cette structure encadre la jeunesse, diminue le nombre de chômeurs et finira par donner de l'emploi. Mais c'est, comme vous n'avez pas cette information-là, vous exercez comme ça. Alors, il peut arriver que vous retrouvez parmi les agents de l'État qui peuvent passer chez vous. Vous aurez l'environnement. Parce que lorsqu'on est fonctionné comme un garage, hormis l'agrément du ministère du Transport et s'affilier au ministère des Affaires sociales, l'État peut venir mesurer, avec les secteurs de l'environnement, mesurer votre garage. Vous devez payer pour ça. Hormis les taxes qu'on peut vous poser par rapport au nombre des agents que vous avez, comment vous payez leur salaire, tout ça. Mais c'est mieux d'avoir d'abord l'agrément, parce que l'agrément, tant qu'il est là, ouvre par rapport aux différences entreprises. Mais pour avoir cet agrément-là, vous devez d'abord commencer par avoir un RCCL. Ce sont ces éléments de base. Et c'est sur base de ces éléments de base
qui vous permet maintenant de faire les formalités pour avoir votre agrément. L'agrément, on vous le donne, mais c'est renouvelable chaque année. Et l'autre question que moi posée sur la part de l'État congolais sur la subvention. L'État donne des subventions. Là, je vous le garantis. Mais il faut savoir comment posséder ces subventions. Tout le monde a entendu parler ici avec le procès sur le mot exonération. L'État exonère les entrepreneurs dans tous les secteurs. Vous pouvez avoir une exonération partielle ou une exonération à 100%. Mais la procédure, ici, c'est l'ANAPI. C'est l'ANAPI qui gère les exonérations. Donc, vous pouvez être, par exemple, dans votre garage, vous voulez avoir une exonération des taxes. Vous dites, et là, vous devez monter maintenant votre projet, vous dire l'État, je veux que vous puissiez m'exonérer pour 3 ans, pour 5 ans, parce que dans l'activité que je suis en train de faire, je créerai un centre de formation de jeunes, je vais construire des ateliers, je dois faire venir des machines qui doivent provenir de l'étranger pour aider l'ensemble de ces populations qui vont soit être formées par moi, ou soit qui vont bénéficier de ces matériels. C'est là l'ANAPI vérifie. Si vous êtes en ordre, d'abord sur le plan de l'autorité, il voit l'intérêt que vous allez produire pour l'État. C'est à ce moment qu'on vous exonère. Par exemple, pour ceux qui sont dans l'imprimerie, actuellement là, l'État, avec la séance que nous avons prise sur le nouveau tarif douanier, vient d'exonérer tous les livres. L'importation de tous les livres actuellement est gratuite. On ne paiera plus la TVA, ni le droit de douane. Là, c'est en termes de et c'est même le FPI donne du crédit. Mais le problème, c'est la procédure de comment se préparer pour bénéficier de ces subventions. Merci. On va comme ça passer. Merci papa, je vous reviens pour votre question. On ne se limite pas en là. On ne se limite pas là parce qu'on vient de quelque part pour arriver là où on est aujourd'hui. En tout cas, nous, on ne travaille pas seulement à Gorée, mais on travaille partout dans la RDC. Donc on est partout avec nos activités. Aujourd'hui, c'était pour nous une occasion d'échanger sur le réseautage. Parce qu'avec ce même thème, nous allons faire le tour de toutes les communes de Kinshasa. Nous allons continuer notre conférence sur le réseautage dans les maisons communales de la ville de Kinshasa. Nous sommes déjà en négociation avec certaines communes. On va commencer la commune de Chili, je crois dans 2 mois et demi. Nous allons encore lancer une activité sur le réseautage dans la commune de Chili. Après la commune de Chili, nous allons revenir à la commune de Lemba. Après la commune de Lemba, nous allons aller dans la commune de la Gombe. Donc nous allons faire un peu le tour de toutes les communes pour pouvoir passer l'information parce que c'est ça notre cheval de bataille. On s'est dit que comment ne peut pas se développer sans pourtant que nous puissions soutenir les jeunes qui ont du talent. C'est pour ça qu'on a ensuite décidé d'organiser cette activité ici. C'est après ici qu'on va voir notre comité pour nous d'échanger avec les Bourgoumès parce que les Bourgoumès sont de différents communes, c'est eux qui ont le monopole de leur commune et c'est une manière pour nous de les rapprocher pour pouvoir partager un peu l'information qu'on a par rapport aux différents jeunes et différents communes. Donc on ne va pas se limiter là. D'autres questions c'était
Serge Touti, conseiller en fiscalité, en parafiscalité. Dans mon exposé de ce matin, j'ai essayé d'apporter les avantages qu'il y a dans le réseautage, beaucoup plus pour les jeunes entrepreneurs comme moi. Ici, il faut résumer tout ce qui a été dit. Dans les avantages, j'ai parlé sur l'ensemble des informations que nous arrivons à en avoir les uns les autres dans le réseautage. Et cela nous permet de combler nos vides. Cela nous ouvre le champ de partenaires parce que c'est là où les gens se réunissent en réseau d'affaires qu'on arrive à avoir des partenaires. Et pas simplement des partenaires, mais aussi ceux qui ont beaucoup plus d'expérience que nous et qui nous aident à devenir de plus en plus meilleurs. Sur ça, la forme juridique d'établissement permet à tout celui qui au début qui n'a pas assez de fonds de pouvoir se lancer et d'être formé. Mais c'est plus que vous évoluez dans votre business, dans votre capital, dans votre chiffre d'affaires, que vous pouvez quitter la forme juridique d'entrepreneur pour devenir société. Mais je ne souhaite pas aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans un début de prendre la forme juridique société ou SARL parce qu'il y a beaucoup plus d'impôts, des taxes à pouvoir payer dans ce secteur. Merci. Pour moi, c'était une joie d'abord de trouver qu'il y a des structures qui existent sur le terrain, qui se battent d'une manière ou d'une autre pour pouvoir vulgariser d'abord l'entrepreneuriat, qui doit être un moyen pour le jeune, tout comme pour les femmes, pour pouvoir créer des entreprises, pour donner du travail, combattre le chômage ou réduire le chômage et permettre à ce que le développement intégral du pays soit évident. Je suis très très ravi parce que je sais que dans les thèmes qui avaient été traités aujourd'hui sur les réseautages dans l'entrepreneuriat, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent, qui peuvent exercer telle ou telle activité, mais pas au manque de moyens. Bon, ils sont seuls, mais avec les réseautages, ces jeunes peuvent être regroupés selon les secteurs d'activité pour pouvoir se donner la main. Et puis, dans l'ensemble, il y aura des contacts avec d'autres partenaires. Il y aura des possibilités aussi de vendre les produits et aller plus loin parce qu'ils sont en réseau. C'est très important. Et aussi, chacun de ces jeunes gens peut, par ses compétences, par ses qualités, par son savoir, faire que celui qui est à côté de lui, parce qu'on est en réseau, puisse bénéficier aussi de cette expérience-là. Donc, pour moi, c'était vraiment opportun que cela soit organisé par la structure Halal. Donc, je les encourage qu'ils puissent persévérer et continuer dans cet élan. Bon, parce qu'il y a beaucoup de jeunes sur la ville qui ne font rien, mais il y en a qui ont des talents mais qui ne savent pas par où commencer. Mais avec de telles conférences, je crois que ça sera une bouffée d'oxygène pour ces jeunes qui vont se retrouver aussi par rapport à leurs petites activités qu'ils vont créer. Je suis Obed Zamenga, directeur général et fondateur de Halal Service. Je suis spécialiste en négociation des affaires. Oui, la motivation est juste que nous avons constaté que beaucoup des entrepreneurs congolais n'ont pas cette culture de travailler ensemble, n'ont pas cet esprit de travailler ensemble, mais on veut devenir grand demain. Mais on ne veut pas aider les autres, on ne veut pas travailler ensemble, on ne veut pas travailler en réseau. C'est l'une des choses qui m'a motivé à pouvoir organiser cette conférence qui a porté le thème du réseautage dans l'entrepreneuriat, gage d'un bon climat des affaires et du développement. On s'est dit, après cette activité, nous aurons des retombées positives. Si les jeunes se mettent d'accord de travailler ensemble, je crois que nous sommes plus loin du développement de notre pays. Oui, notre projet d'avenir est de mettre en place des centres de formation en entrepreneuriat qui va aider la jeunesse congolaise de le bas âge
par l'entrepreneuriat, dès le bas âge, à commencer à l'entrepreneuriat parce qu'on a plus remarqué qu'on forme plus de demandeurs d'emploi que de créateurs d'emplois. Et c'est par cette initiative que nous nous sommes dit que dans nos projets en long terme, de mettre des centres de formation de l'entrepreneuriat qui vont commencer à former de jeunes dès le bas âge, déjà à partir, je crois, des 10 ans au-delà, en entrepreneuriat, à leur inculquer déjà cet esprit entrepreneurial parce que souvent certains entrepreneurs, ils entreprennent juste pour entreprendre, mais nous autres, nous entreprenons par passion. Qu'on gagne pas, on avance comme ça. Qu'on ait des gens qui nous soutiennent ou pas, on avance comme ça avec le peu de moyens que nous recevons. Ouais, je réponds au nom de Bolingue Bessensi Emerance. D'abord, je tiens à remercier à la service et aussi à dire que, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est qu'un entrepreneur ne doit pas être limité. Un entrepreneur ne doit pas seulement rester évoluer dans une zone de confort. Un entrepreneur doit chercher d'autres entrepreneurs pour travailler ensemble et élargir la connaissance. Et aussi, normalement, dans l'entrepreneuriat, on est censé se compléter. En tout cas, c'est un peu ce que j'ai eu à retenir, c'est un peu ce que j'ai compris en fait. Pour acquérir d'autres connaissances, pour essayer de travailler aussi dans d'autres domaines et aussi essayer d'aider les autres aussi à monter. C'est aussi en notre faveur. Donc voilà un peu si je pourrais dire ce que j'ai entendu.